le cadre de notre projet tutoré, nous nous sommes intéressés à un sujet très vaste, la valorisation des céréales. Nous avons rencontré divers professionnels afin de nous éclairer sur notre problématique. Nous partagerons nos avis à la fin de ce court-métrage. Donc, je m'appelle Dominique Chaunet, je suis courtier chez Mediagreen, cabinet de courtage basé à Nancy. La coopérative dont je suis le directeur est les GEPB Dieuze-Morange. De Longueuil, mon frère et moi, sur une exploitation de 380 hectares, céréales uniquement. Et on stocke quasiment toute la récolte. Thomas Perrin, je suis agriculteur à Meuilly sur une exploitation principalement céréalière avec un petit peu d'élevage à l'étang. Je suis en société avec mes parents, donc il y a 225 hectares de céréales. Je suis président des JA de Lorraine. Donc... La famille Guillaume dans les champs de la ferme Bel Air, entre Landrop et Incheville. Le marché à terme international de France, MATIF, est un mécanisme qui existe sur plusieurs des places financières du monde. Ce type de marché travaille sur les transactions concernant les actifs monétaires ou financiers, bons du trésor, obligations, devises étrangères, etc. et réalise le même type de service que les bourses de commerce sur les matières premières, café, sucre, blé, soja, etc. Permettre aux détenteurs actifs de minimiser les risques que leur font courir les variations de taux d'intérêt et de taux de change. Pour être prêt à agir sur le marché à terme, il faut ouvrir un compte marché à terme auprès d'un adhérent compensateur, signer une convention de négociation avec un négociateur en marchandises. Il est possible de prendre une couverture afin de couvrir le risque de prix. Pour prendre un exemple, un agriculteur peut choisir le marché à terme pour vendre une partie de sa récolte avant la moisson. Les adhérents livrent à leur coopérative selon deux modes de règlement leur collecte. Soit c'est le prix moyen qui est le reflet de nos ventes, de nos ventes des produits et des denrées tout au long de la campagne, avec moins la marge d'intermédiation qui est la marge nécessaire à faire tourner nos infrastructures de collecte. À côté de ce prix moyen, qui est un prix sécurisant pour l'adhérent, puisqu'il n'a pas à regarder au jour les fluctuations, il n'a pas aussi le risque de contrepartie, puisque le client, le risque de défaillance de notre client, c'est vis-à-vis de la coopérative, mais pas vis-à-vis de l'adhérent. Donc il n'a pas aussi cette crainte de ne pas être payé sur ses livraisons. Et donc c'est quelque chose de sécurisant et de tranquillité, et c'est la tranquillité pour l'adhérent qui a aussi une activité élevage et qui doit passer au quotidien sur son exploitation pour s'occuper des bêtes. Derrière ça, il y a le prix de marché, qui est un prix qui permet à l'adhérent, s'il le veut, de pouvoir vendre une partie de sa collecte ou la totalité de sa collecte par lot de 25 ou 50 tonnes au prix du marché au jour le jour, moins la marge d'intermédiation qui est la même que celle du prix moyen. Il y a un site internet qui lui permet d'avoir les cotations de nos achats et après, par appel, il peut fixer son prix avec des livraisons différées. Les deux systèmes cohabitent et pour chaque adhérent, il a la possibilité soit d'opter pour un système, soit d'opter pour l'autre ou de panacher sur les deux. Au maximum, sur les 10 dernières années, nous sommes montés à 35% de prix de marché. En moyenne, on serait plutôt de l'ordre de 10%. Et une année comme cette année où les prix étaient bas en moisson, on est de l'ordre de 3,5%. Bon, bien souvent plutôt des privés. Et en général, on voit un tiers à peu près de la récolte avant la moisson et un tiers juste après la moisson. Et puis le dernier tiers au printemps. Avec des matifs ou sans matifs, ça dépend. Et en principe, c'est plus des opportunités. On essaye de... Sur les cours. Et... Si on estime que le cours est suffisant et monté assez haut et couvre nos charges. À l'automne, on a vendu qu'au mois de décembre parce que les cours avaient remonté au mois de décembre. Et donc le prix moyen avec les coopératives, c'est quelque chose que vous envisagez pas pour sécuriser votre... Bon, on l'a pratiqué pendant des années.
Et puis, depuis qu'on le pratique plus, bon, on s'en porte pas plus mal. Plutôt un poil mieux, je pense. On fait plutôt mieux. Bon, il y a une année, on était Un peu moins petit bien peu moins bien emblé, que mais le- globalement, que le- on était mieux, donc on est plutôt un poil mieux. Les 3 premières années, on était nettement mieux. on avait pris 5 ans d'avance déjà. Moi personnellement, je suis dans le cas simple. Hein. Je suis agriculteur, donc principalement céréalier, donc on passe beaucoup par la coopérative. C'est pas de la vente en prix à compte, c'est de la vente en prix ferme, beaucoup, enfin 100% en prix ferme. Donc on travaille assez peu avec les options, parce que les options c'est quand même toujours un coup à double tranchant. Donc il vaut mieux prendre le prix haut quand il est là que prendre le prix haut en disant je prends une option qui va nous coûter et puis pas retrouver le prix haut, quoi. Donc voilà, c'est un peu. Malheureusement, on nous dit toujours qu'il faut être capable de sécuriser. Les opérateurs avec lesquels nous travaillons sont de 3 types. Nous avons à l'origine les gens qui collectent de la marchandise une fois par an, donc privé ou coopérative, négociant ou coopérative. Au bout de la chaîne, nous avons les industries de première transformation, qui elles sont consommatrices de ces matières premières agricoles. Et entre les deux, nous avons ce qu'on appelle le négoce international ou le trade, qui lui ne produit pas ni ne consomme de matières premières dans l'année, mais sera amené tour à tour à les acheter et à les vendre. Donc, ce qui signifie que structurellement, un organisme stockeur est vendeur, un industriel est acheteur, et le négoce sera, lui, tour à tour, acheteur ou vendeur. Une opération d'achat ou de vente est la résultante d'une réflexion. Et la synthèse de 3 opérations de marché. Les opérations, on va dire, de couverture. La couverture, c'est quoi? C'est ce qui consiste à annihiler un risque. Donc, inconsciemment, un producteur, lorsqu'il sème une marchandise, l'achète, en fait, à son coût de production. Pour déterminer une marge et dégager un revenu, il va être donc obligé de vendre cette production, et c'est la différence entre son prix de vente et son prix de production, qui correspond à son prix d'achat, qui va déterminer son revenu. De même, l'industriel a, lui, des charges pour travailler une marchandise, et c'est la différence entre le prix reconstitué des produits issus de son industrie et son prix d'achat de matières premières, minoré de ses coûts de transformation qui vont déterminer sa marge. Donc, par expérience, ces gens connaissent leur coût de production et vont chercher à vendre, en fait, leur outil de production à une valeur supérieure à ce coût. Donc, l'opération de couverture, elle consiste bien à fixer un différentiel entre prix d'achat et prix de vente à l'intérieur qui permet de dégager un revenu. L'autre opération finale, qui est la plus connue, c'est la spéculation. C'est-à-dire vous avez, par votre expérience, par votre analyse de marché, par les informations auxquelles vous avez accès, une idée du développement des marchés, soit à la hausse, spéculation à la hausse, donc vous allez acheter le jour J pour revendre à terme, à J plus quelque chose, à une valeur supérieure à celle à laquelle vous avez acheté. À l'inverse, la spéculation à la baisse, donc vous commencez par vendre de la marchandise et vous attendez que le marché baisse, que votre analyse de marché se réalise pour, à la fin, racheter moins cher que vous n'avez vendu. Cette opération est la moins courante des opérations, contrairement à l'idée reçue par la majorité des gens. Elle est la plupart du temps le fait aujourd'hui de fonds de pension, d'organismes financiers. Et vous avez en troisième opération ce qu'on appelle le hedge, qui est une opération d'arbitrage, qui est valable tant sur les matières premières
que sur un certain nombre d'opérations, que ce soit de la logistique, arbitrer différents moyens de fret, arbitrer différentes origines, différentes destinations, différents produits les uns par rapport aux autres. L'arbitrage, ça consiste tout simplement à prendre au même instant une position égale et opposée en deux endroits du globe. Donc, de par votre expérience et connaissance des marchés, j'aurais tendance à dire à acheter ce qui semble pas cher sur une marchandise et à vendre à un point de marché et vendre cette même marchandise dans la même quantité sur un autre point de marché qui vous semble cher. Ça revient, si on doit l'exprimer en langue de Molière, à essayer de constituer dans l'espace à la fois géographique et temporel, d'imaginer les flux tels qu'ils vont se faire à travers le monde et à quelle période. Et c'est la somme de ces différents intérêts, de ces différentes opérations faites par les différents opérateurs d'un marché qui va déterminer la valeur à un instant T d'une marchandise. L'éloignement de son organisme de collecte, le souhait d'alloter sa récolte, la volonté de garder la liberté de commercialisation de ses céréales jusqu'au bout, les raisons qui poussent les agriculteurs à stocker chez eux leur production peuvent être multiples. Les producteurs choisissent aussi de stocker leurs céréales à la ferme pour rester plus libres quant à leur commercialisation. Ce n'est pas forcément vrai, mais ils estiment qu'ils pourront ainsi mieux valoriser leur production et mieux profiter des hausses du marché. Un sentiment qui se développe suite à la forte augmentation et la volatilité de ces dernières années. L'autoproduction de ces semences a des atouts considérables par la baisse des charges de production, la baisse de l'utilisation de produits phytosanitaires et permet un approvisionnement sûr. Ainsi, cette technique permet une valorisation directe de sa propre production chaque année. Elle est la principale motivation énoncée par les agriculteurs fabriquant leurs semences. L'autoconsommation des céréales permet d'approcher l'autonomie énergétique quand les fourrages ne le permettent pas. Peu de matières premières sont plus compétitives que les céréales produites sur l'exploitation. Elles permettent de limiter le coût de concentré avec des performances identiques à celles obtenues avec un aliment du commerce. François Guillaume de la ferme Bel Air, donc bienvenue dans nos parcelles. Je m'occupe de la partie agricole. Nous exploitons aujourd'hui en bio et nous avons à peu près une dizaine de cultures différentes. Je suis Étienne Guillaume, donc je m'occupe plus de la partie transformation. Ici dans le laboratoire de la ferme Bel Air, on va transformer les matières premières issues de l'exploitation agricole en aliments. Donc c'est une farine, on va dire bise, semi-complète, qui est très pratique pour fabriquer tout ce qui est pain, gâteaux, crêpes, gaufres, toutes ces choses-là. Nous travaillons uniquement à base de farine fraîchement moulue d'épeautre, un cousin du blé, puisqu'il est très difficile ici en Lorraine de faire pousser du blé dur. On élabore aussi des pâtes avec des farines de légumes secs, lentillons ou pois cassés. Et toutes ces pâtes sont séchées lentement à basse température pendant une période de 10 à 12 heures, 45 degrés maximum, afin de conserver tout ce qui est qualité nutritionnelle du produit et qualité gustative. Bonjour, Nicole, la ferme Bel Air. Aujourd'hui nous sommes à Landroth et aujourd'hui je vous présente mon petit magasin. Nous avons des réseaux de distribution en Moselle, en Lorraine, en Alsace et même au Luxembourg. Nous expédions aussi nos produits par transporteur bien sûr, dans toute la France. Et actuellement notre site internet est en phase finale pour la vente. Nous distribuons nos produits sur les marchés, essentiellement Metz et Thionville. Les gens aiment bien venir nous retrouver les samedis matins. Ils aiment bien goûter toutes nos huiles, les graines, et ils aiment bien revenir nous complimenter. Nous faisons également des salons dans toute la Lorraine. Là aussi, nous établissons un bon contact avec tous nos clients et c'est même très amical. Ils aiment bien voir le producteur en face d'eux. À tous les marchés de terroir, ils aiment bien voir la personne qui travaille la terre et qui après est derrière le produit. Et ça, c'est quelque chose de très positif pour les clients et pour nous aussi. Et nous aimons bien les faire, tous ces marchés-là.
Alors sur la valorisation des céréales, alors nous on a un syndicat, hein, donc on n'est pas un organisme de développement proprement dit au niveau économique. On est là pour essayer d'aider les jeunes à trouver des solutions ou à essayer de les aider dans leur développement personnel. Donc par rapport à ça, nous on travaille avec des groupes de travaux. Donc on a effectivement un groupe céréales donc, au niveau plutôt départemental, donc où les jeunes vont plus facilement adhérer et se retrouver. Et donc notre idée c'est d'aller montrer ce qui se fait, d'aller essayer de chercher des bonnes idées d'innovation, ou même des moins bonnes, mais au moins voir ce qui se fait un peu partout, c'est développer pour amener une sorte d'état d'esprit un petit peu différent et puis d'ouverture d'esprit pour les jeunes. Et en général, ça se passe plutôt bien. On n'est pas là pour dire aux jeunes, toi tu feras ça, c'est aux jeunes de le faire. Et pour ce faire, on est là aussi pour l'aider à trouver les bonnes solutions à ces projets, quoi. Fluctuant. Sur le marché, il y a plusieurs aspects. Il y a le marché et il y a la collecte. Bon, le marché, on voit bien qu'il fluctue sans arrêt, de plus en plus, c'est de plus en plus volatile. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la collecte. Parce que des gens qui collectent des céréales, ils en disparaissent tous les ans. Donc il ne reste plus que les grosses coopératives, les gros privés, style Soufflet. Et dans le secteur, il n'y a plus que Soufflet d'ailleurs. Ça filtrera un peu, mais c'est pas un gros, et je pense qu'à terme, il ne tiendra pas le choc non plus, quoi. Il n'a pas de capacité de stockage. Il n'a pas de capacité de stockage. Et ce qui fait sur le port à Metz. Ce qui fait la commercialisation, c'est quand même d'avoir des capacités un minimum de stockage. Ça, c'est un gros enjeu, et je pense qu'il y en aura de moins en moins. Donc on aura moins de choix et moins de possibilités de commercialiser, donc forcément, on sera moins bien payé, un peu pareil. On est dans un monde économique de plus en plus dur, qui demande de la performance. On a donc tendance à vouloir grossir pour économiser, à faire des économies d'échelle. Ceci étant, il faut rester souple. Et toute la difficulté, pour moi, dans l'avenir, c'est d'avoir des sociétés qui continuent à faire du commerce, qui se sont structurées avec des outils de plus en plus puissants pour diminuer le coût marginal à la tonne, mais qui en même temps restent suffisamment proches du terrain pour le comprendre les attentes des producteurs d'un côté et des consommateurs de l'autre. Donc, il n'est pas évident du tout aujourd'hui de voir comment le monde va évoluer. Aujourd'hui, pour moi, la volatilité des marchés, et surtout des marchés alimentaires, va continuer à s'accroître. On va avoir des phénomènes d'interaction entre de la politique, entre de l'économie et les marchés financiers qui vont que peser sur ces volatilités. Le phénomène simplement de production ne tiendra plus qu'un petit rôle dans les fluctuations, et les autres phénomènes géopolitiques vont accroître cette sensibilité aux fluctuations de prix. On peut le voir par le dollar et l'euro. La parité euro-dollar ces 2 derniers mois a entraîné un écart de cotation de 15 à 20 eurotonnes, soit plus de 12 ou 13% sur des céréales, ce qui est énorme et des fois difficilement prévisible. Le cours du pétrole n'est aussi pas neutre, puisque une partie du maïs produit notamment aux États-Unis, qui est le premier producteur mondial, est transformé en éthanol. L'éthanol a des fins d'incorporation dans l'essence, jusqu'où la compétitivité pourra être maintenue si les prix restent au niveau actuel inférieur à $50 le baril. On peut se poser la question. Donc on a des filières de transformation qui ont été développées, mais qui restent très sensibles, plus sensibles que nos coopératives encore, aux évolutions des marchés et à la concurrence internationale. Je pense que
on a voulu créer quelque chose pour nous. C'est pas peut-être, je dirais, égoïste, mais c'était pour déclencher quelque chose au niveau des gens qui sont autour de nous. Déjà, le consommateur, on y croit fermement que c'est l'avenir des fermes de nourrir déjà la population qui est autour de nous avant d'aller livrer les porcs. Donc, et puis on embauche, on valorise quand même nos produits et en donnant de la main-d'œuvre locale. Aller sur des fluctuations, ça va se passer un petit peu sur l'ensemble des marchés. Maintenant, réguler un marché comme ça, c'est quand même super compliqué parce que le marché, il se fait par lui-même, quoi, en fait. Donc voilà, l'évolution ne sera pas sereine. Alors, ça sera à nous peut-être d'imaginer genre des caisses de péréquation, des choses comme ça, pour être capable de stocker de l'argent les années bonnes et que fiscalement parlant, entre guillemets, on se fasse pas rattraper par l'État parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Pour aller reprendre cet argent-là l'année d'après en cas d'année moins bonne, quoi, tout simplement. Le métier d'agriculteur, à nos yeux, est très passionnant et intéressant quant au choix de la valorisation des céréales. Il y a plusieurs possibilités que les agriculteurs peuvent adopter en fonction de leurs convictions face à la fluctuation certaine des marchés.